Le principe essentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des pays. Tous les problèmes frontaliers, vous les considérez résolus entre la Russie et la Chine? La France, comme d'autres pays de l'OTAN, ils ont déclaré des sanctions contre la Chine sur le plan militaire et technique, etc. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir dans ces cérémonies du 9 mai à Moscou, pour compléter la géopolitique en Russie, quelqu'un qui va nous permettre d'avoir la perspective de ce que fait la Russie quand elle se projette vers la Chine avec l'organisation de coopération de Shanghai, qui est un peu à l'origine, à la fin des années 90, plutôt début 2000, des futurs BRICS. Nous avons eu la chance jusqu'à présent d'avoir Andranik Migranian, le professeur Migranian, mais qui lui nous a parlé surtout dans une culture assez classique, de philosophie classique, de la projection de la Russie en Europe, et en Europe de l'Ouest, évidemment, avec les grands philosophes. Et puis nous avons eu évidemment aussi Alexandre Douguine. Alexandre Douguine, c'est l'Eurasie. Donc je pense que pour compléter ce tableau, il était absolument essentiel d'avoir quelqu'un qui soit russe orientaliste. Et nous avons, en la personne de Vladimir Zakharov, tout à fait la personne qu'il nous faut pour parler justement des relations de la Russie, de la Chine, de l'Extrême-Orient, ainsi que des relations de la Russie avec l'Asie centrale, puisque l'organisation de coopération de Shanghai recouvre l'ensemble de cette zone géographique. Voilà, je salue, je dis bonjour. Salut également. C'est vous, Vladimir Zakharov, que je remercie au nom de Géopolitique Profonde, et donc bienvenue dans cette édition. Vous êtes plus connu, votre personnalité est beaucoup plus connue parce que vous êtes un de ces maîtres d'œuvre de Shanghai, donc des relations entre la Chine et la Russie, en Russie. Et j'aimerais que pour le public français, vous puissiez vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que fut et ce qu'est encore votre carrière aujourd'hui. Bon, d'accord. Je peux dire, j'ai passé 20 ans, disons, en Chine. C'était 6 missions. Alors, la moitié, c'était... moi, je prenais, disons, des postes à l'ambassade russe. Et d'abord, moi, je faisais de la politique extérieure, politique intérieure, les relations bilatérales, etc., ainsi de suite. Et après, je passais, disons, à l'organisation de coopération de Shanghai. J'étais le chef de la section ou du département de l'organisation de coopération de Shanghai ici à Moscou. Et puis, j'étais envoyé comme secrétaire général adjoint de cette organisation. J'ai passé sous les auspices de cette organisation peut-être 10 ans, comme ça. D'abord comme secrétaire général et puis comme conseiller, etc. Mais en tout cas, c'était une période fantastique. Et moi, je me pose, parfois, me pose des questions. Si c'était vrai que j'avais vécu 20 ans en Chine. C'est inimaginable. C'est un grand pays, etc. Et j'ai eu de la chance pour y aller, pour y travailler, parce que tout était difficile. C'était en 1981. Tout était difficile parce que la langue était difficile. Les contacts avec le chinois, c'était strictement surveillé et était pas possible pendant 5 ans de ma présence, première 5 ans en Chine, etc. Et voilà pourquoi, en tant que diplomate, moi, je devais préparer quelques papiers sur la Chine, sur la politique, sur l'économie, etc. Et on puisait l'information surtout par la presse et par les contacts avec d'autres diplomates qui travaillaient aussi à Pékin. Par exemple, français, américains, allemands, etc. Et après, quand nous avons débuté, quand nous avons commencé, disons, la normalisation de nos relations
politique, économique, etc. C'était apparu à la fin des années 80 avec la première venue de Gorbatchev, avec la signature de certains documents, etc. Et de Gorbatchev, à ce temps-là, comme Deng Xiaoping, ils ont déclaré que voilà, nous avons normalisé nos relations, etc. C'est-à-dire, tout a changé et nous avons procédé, disons, à des échanges très actifs sur les plans militaires, et techniques, sur les plans d'énergie, etc., ainsi de suite. Et nous avons, si on prend, disons, ces stades d'aujourd'hui, nous avons obtenu, disons, vraiment des grands succès. Parce que si on prend la Chine, la Russie, alors pour la Chine, maintenant c'est le cinquième pays sur le plan du commerce extérieur. Et la Chine, pour le RSS, pour la Russie, maintenant, c'est le premier client, le premier pays, la première puissance avec qui nous avons un très bon commerce, maintenant, qui s'élève à 245 milliards dollars. C'est-à-dire, c'est pas un record, mais en tout cas, disons, ça signe sur le plan du commerce extérieur que d'ici 5 ans, peut-être nous allons attendre 300 milliards dollars si on prend notre commerce. C'est-à-dire, notre présence en Chine, c'était très intéressant parce que si on est en Chine, on doit parler le chinois. Et je me rappelle très bien, disons, des paroles de notre fameux ambassadeur russe, M. Rogatchev, qui demandait aux diplomates qui venaient travailler en Chine, est-ce que vous pouvez parler chinois? Si la réponse était non, c'est-à-dire, et pourquoi vous êtes venu? Quoi faire? Vous devez, disons, comprendre, vous devez parler, vous devez participer à la normalisation de nos relations, etc. Parmi les ambassadeurs étrangers, nous étions liés avec une très grande amitié avec M. Pierre Morel, qui était à l'époque, il était l'ambassadeur de France en Russie, et puis il est venu en Chine en tant qu'ambassadeur de France, accompagné de sa femme, Olga Morel. Ils étaient des très bons amis et on se comprenait très bien. On faisait, disons, des performances, comment dirais-je, communes avec les artistes français qui venaient, avec les artistes russes, etc., à notre ambassade, à l'ambassade de France, etc. C'était des années d'amitié et des années de compréhension mutuelle entre la France et la Russie, disons, si on prend l'espace de la Chine. Est-ce que vous avez eu rapidement l'intuition, après avec la normalisation des relations entre la Russie et la Chine, que cet axe avec la Chine serait essentiel pour l'avenir, alors qu'a priori, lorsque vous êtes arrivé en Chine, la Chine n'était pas cette puissance économique, financière, industrielle qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est aujourd'hui, si ce n'est la première, la seconde, une des deux plus grandes puissances sur le plan économique. Donc, vous savez, la Chine, c'est un pays à part, tout à fait à part. Parce que si on prend l'histoire de nos relations bilatérales, je me rappelle de tout ce qui a été fait par Staline, parce qu'il prenait en considération l'espace de ce pays-là, la population, et l'importance de la Chine, l'importance de l'idée communiste, transmise par la Chine à toute l'Asie, au Vietnam, en Corée, etc., ainsi de suite. Voilà pourquoi je crois bien, disons, cette importance, il se présentait comme un rêve. Et ça me donne encore à l'idée parce que nous devons aussi prendre en considération, donc nous avons la frontière commune de
4300 kilomètres. Et ces problèmes frontaliers, ça nous donnait beaucoup de peine. Nous avons négocié, disons, avec la Chine pendant 40 ans en ce qui concerne, disons, notre frontière commune, mais c'était la faute à nous. Pourquoi? Parce que nous avons cru que à cette époque-là, au début, dans les années 50 et 60, que cette frontière doit passer par, disons, par le bord des fleuves du côté chinois. Mais les Chinois, ils prétendaient que la frontière doit passer au milieu des fleuves. Et c'est seulement dans les années 80, nous avons changé d'avis. Nous avons pris, comment dirais-je, comme norme l'idée qu'il y a un droit international. Et nous avons conclu avec les Chinois trois accords frontaliers. Et par cela, ces accords-là, ils ont nous pavé la voie vers la normalisation, primo. Et secondo, nous avons créé la situation politique, économique, etc., pour la création, pour l'installation des organismes internationaux avec la participation de la Chine. L'idée de créer l'organisation de coopération des Shanghai, c'était notre idée. Et nous avons passé cette idée à la fin des années 80, disons, la partie chinoise, ils ont pensé, ils ont réfléchi pendant une demi-année, et puis la réponse était positive, vu que, disons, la constitution de la Chine stipule que la Chine ne participe pas au bloc militaire, politico-militaire, etc. Et cette idée, il était très favorable, il était rencontré, disons, et accueilli par la partie chinoise d'une manière très positive. Et puis, nous avons invité, disons, à table d'autres pays de l'Asie centrale à participer, disons, aux activités de l'Organisation de coopération des Shanghai. C'est-à-dire, c'était, comment dirais-je, un pas au pas, et nous avons atteint, disons, le niveau de relations présent grâce primo, c'est la solution des problèmes frontaliers. Secondo, nous avons créé et nous avons conclu des accords sur la diminution des troupes le long de la frontière. Et puis, encore, il y avait des mesures de confiance sur le plan politique, sur le plan économique, etc., avec la partie chinoise. C'est-à-dire, si on prend l'ambiance totale, elle est très bonne, parce qu'il y a la diplomatie des présidents. Du côté chinois, c'est bien sûr c'est le président Xi, et de notre côté, le président Poutine, ils sont liés d'amitié. Par exemple, chaque année, ils ont des rencontres, 5 ou 4. L'année passée, c'était 3. Et auparavant, c'était 5 rencontres par année, etc. Non seulement, disons, des contacts directs, mais aussi pendant des rencontres internationales, des organisations internationales, etc., ainsi de suite. C'est-à-dire, ça donne un très grand coup, disons, au développement de toute relation économique, politique, humanitaire, etc. Puis nous avons un grand mécanisme qui s'appelle, par exemple, des rencontres entre les chefs de gouvernement. Ces rencontres, disons, tantôt à Pékin, tantôt à Moscou. Et par exemple, notre premier ministre, il est allé l'année passée 2 fois en Chine, et cette année-là, c'est le premier ministre chinois qui doit être aussi présent, etc. C'est-à-dire, on a pas mal de commissions politiques, pour les commissions de coopération militaire, sur le plan d'énergie, finances et les affaires humanitaires. C'est-à-dire, ça bouge sur le plan bureaucratique,
Et en même temps, il y a en cours des échanges entre les gens, la diplomatie, comment dirais-je, populaire, parce que moi, à l'époque, j'étais le membre de la commission de jeunesse de l'association URSS France. C'était à l'époque. Maintenant, c'est disparu. Et il ne reste maintenant à Moscou et même en Chine, il n'y a qu'une association d'amitié, disons, la Russie et la Chine. Seulement, il ne reste bien d'autres pas. Voilà. C'est-à-dire, on voudrait bien sûr, revenir à l'époque où nos relations étaient très bien. On voudrait bien réinstaller, créer, disons, une association d'amitié. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, c'est pas possible. C'est bien dommage. Je crois bien que la Russie parce que nous avons été éduqués par la littérature française, par le cinéma, nous avons été éduqués par la peinture française, etc. ainsi de suite, et nos peintres étaient influencés par la peinture, les impressionnistes et par la peinture des Barbizon, etc. Parce que, alors, les musées les plus populaires maintenant à Moscou, c'est le musée Pouchkine, vous savez, où il y a des tableaux des impressionnistes français, et bien sûr, le musée d'Ermitage. C'est-à-dire, si vous me demandez en ce qui concerne l'avenir de nos relations, je n'y vois pas d'inconvénients, je ne vois pas des grands obstacles sur la voie du progrès, sur le plan commercial, sur le plan économique, financier, etc. ainsi de suite. C'est-à-dire, mais vous pouvez me dire, voilà, vous avez des très bonnes relations, mais vous n'êtes pas des pays alliés. C'est ça, c'est vrai. D'abord, il y a la constitution de la Chine, il y a encore le point de vue de la Russie, et nous sommes assez grands comme deux pays pour avoir, disons, toutes les positions uniques, toutes les positions unifiées, si vous voulez, sur tous les problèmes, etc. Par exemple, la Chine, elle ne reconnaît pas, par exemple, alors la Crimée. Elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas, d'accord. Et pour nous, nous sommes très modestes dans nos expressions concernant la situation dans le Pacifique, concernant les relations entre la Chine et le Vietnam. C'est-à-dire, nous obstinons, par exemple, de dire quelque chose de concret, etc. Voilà pourquoi il y a certaines divergences, mais en tout cas, mais ça existe. Mais en tout cas, s'il y a un problème des votes au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, je crois bien qu'il y a 90% des votes, nous sommes tous unis. Nous suivons la même route, nous abordons les problèmes internationaux tous ensemble et avec, sur le plan géopolitique, je crois bien, notre coopération, notre interaction, elle est pas mal. Et pourquoi? Parce que le problème frontalier est résolu. Tous les problèmes frontaliers, vous les considérez résolus? Parce que nous avons signé un traité sur sur le bon voisinage, d'amitié et de coopération. Et là, c'était en 2001, signé 2001. Et là, on constate que ni la Russie, ni la Chine, nous n'avons pas des prétentions territoriales à l'égard de l'un et de l'autre. C'est signé, c'est fixé, et c'est un document historique. Même sur les îles Sakhalines, sur l'ensemble des... Pas de problème. Aujourd'hui, les choses sont... Les choses sont réglées, pas de problème, etc. Parce que Sakhalines, disons, la partie sud, elle appartenait avant la Deuxième Guerre mondiale, elle appartenait au Japon. Et la Chine, ça ne le regardait pas du tout. Alors, en tout cas, ils comprennent très bien que tous les accords acquis pendant la conférence de
du Caire et pendant la conférence de Crimée, etc., ils étaient tous, disons, convenaient aux intérêts de la Chine. Et en tout cas, euh, pour le moment, nous n'avons pas d'inconvénients, nous n'avons pas, disons, des contradictions sur ce plan-là. Vous avez vous abordez, Russes et Chinois, de la même façon le droit international public. On sait la différence entre les anglo-saxons et le reste du monde, qui a une adaptation très spécifique, très à son avantage. Vous savez, c'est-à-dire sur le plan géopolitique, il y a, disons, cette situation qui est intéressante. La France, comme d'autres pays de l'OTAN, ils ont déclaré des sanctions contre la Chine sur le plan militaire et technique, etc., à partir de 1989, c'est-à-dire après les événements sur la place de Tiananmen. Et ça reste, disons, et ça ne bouge pas, et ça reste sur la même place, etc., ainsi de suite. Les Chinois, bien sûr, ils sont déçus par ça. Ils auraient bien répondre à tous les contacts, mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Et c'est dommage. En tout cas, nous avons profité largement de cette situation-là et nous avons commencé la coopération, disons, militaire et technique à partir des années 90. Nous avons acquis des très bons résultats, le commerce florissait et je crois bien que tous les acquis que les Chinois ils ont sur le plan militaire et technique, ça provient aussi de cette interaction qui a eu lieu entre la Chine et la Russie à cette époque-là. C'est-à-dire, c'était un pays dans les années 80, parce que moi, je peux dire que j'étais aussi, comment dirais-je, mon travail était lié aussi à cette coopération militaire et technique et à cette coopération sur le plan culturel. Je peux vous dire sincèrement que sur les deux plans, plan militaire, technique et plan culturel, les Chinois, ils ont sauvé, comment dirais-je, notre industrie militaire et ils ont sauvé aussi, comment dire, notre ballet, nos musiciens, etc. Parce que moi, ça me concernait, j'étais à l'époque le conseiller culturel, disons, responsable pour l'information et pour l'enseignement de l'ambassade russe. Et je peux vous dire que nous avons, pendant la normalisation, nous avons fait tout notre possible pour acquérir des bonnes positions sur le plan culturel avec la Chine. Parce que tous les ballets, tous les troupes des ballets de la Russie, non seulement par exemple de Saint-Pétersbourg et de Moscou, mais d'autres villes provinciales, ils ont eu la chance de visiter la Chine, etc. Et les Chinois, par cela, nous avons créé, comment dire, l'audience culturelle, l'ambiance culturelle, qui était très bon, enfin, très favorable aux artistes russes. C'était un très bon résultat. Je crois bien que moi, j'étais très fier, parce que moi, j'étais concerné par cela. La coopération culturelle, justement, au sein de l'organisation de coopération de Shanghai, ça concerne les relations de la Chine avec, enfin, les relations de la Russie avec la Chine, mais aussi avec certains pays d'Asie centrale, même jusqu'à l'Iran, même si l'Iran ne fait pas en tant que tel partie intégrante jusqu'à présent de cette organisation. Ça fait partie, oui, bien sûr, parce que là, maintenant, l'Organisation de coopération de Shanghai, ça compte combien? 10 pays, y compris, disons, l'Iran, la Biélorussie, y compris, 10 pays. C'est-à-dire Chine, la Chine, la Russie, disons, 4 pays asiatiques, de Centre-Asie, puis l'Iran, la Biélorussie, le Pakistan et l'Inde. Et il y a des développements culturels cinématographiques, je crois. Oui, parce qu'il y a, disons, une semaine avant, il y avait, disons, comment dirais-je, une commission, il y a eu une commission
russes et chinois concernant la coopération, l'interaction sur le plan du cinéma. Alors je crois bien que, bien sûr, pas mal de pays, comme la France, comme les États-Unis, ils rêvent d'être concernés par le marché cinématographique chinois. Mais c'est très difficile d'y entrer. Il y a pas mal de conditions, etc., ainsi de suite. Et puis, il y a le pourcentage, par exemple, disons, le nombre de films à l'étranger ne doivent pas dépasser une vingtaine. C'est-à-dire, ça met en difficulté les efforts d'autres pays, etc. Mais je crois bien que si on prend les artistes français, c'est M. Depardieu, qui est très populaire jusqu'à maintenant en Chine. Moi, j'ai rencontré et il était applaudi par les universitaires chinois, etc. C'est-à-dire, la France, elle a fait pas mal de succès sur le plan culturel, etc. et ça continue. Et surtout, la musique classique. Il est bien entretenu, il est bien accueilli par le public chinois, etc. Ça, c'est pour l'aspect culturel. Sur le plan de la sécurité collective, vous nous disiez donc que par les pays parties prenantes, vous retrouvez aussi donc l'Inde et le Pakistan. Est-ce que l'OCS a joué un rôle pour atténuer les tensions tout dernièrement entre le Pakistan et l'Inde, ou bien est-ce que l'OCS considère que ce n'est pas son rôle? D'accord. Le principe essentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des pays concernant. On ne s'immisce pas dans les affaires d'autres organisations internationales. Si on prend, disons, la responsabilité, les principes d'activité du secrétaire général de cette organisation-là, il n'a pas de capacité, il n'a pas de droit, disons, de s'immiscer, etc. Mais en tout cas, sur ce plan-là, je crois bien, il y a une règle très stricte qu'on ne s'immisce pas, on respecte, disons, les droits et les activités d'autres pays, etc. Et on fait tout le possible pour ménager, pour pacifier, si vous voulez, etc. Je crois bien sur le plan intérieur, bien sûr, l'organisation, il a fait quelque chose, etc. Mais les efforts, ils ne sont pas suffisants pour stopper, disons, cette confrontation entre l'Inde et le Pakistan. Parce que ça provient de cette histoire de Cachemire. Et ce problème-là, ça reste. Et moi, j'ai exprimé à maintes reprises aux diplomates chinois, aux diplomates pakistanais, aux diplomates de l'Inde, qu'il faut créer une commission intergouvernementale. Si vous avez des problèmes entre deux pays, vous devez communiquer à travers cette commission-là. Il ne faut pas se baser sur la volonté de M. Trump, de M. Poutine, de M. Quelconque. Parce que vous devez résoudre vos problèmes sur le plan bilatéral. Ça, c'est essentiel. Mais pour le moment, ça va. Surtout, ils ont que voilà, le salut et l'intervention de M. Trump, il était accueilli avec soulagement par l'Inde et par le Pakistan, etc., ainsi de suite. Et puis, ce conflit, il n'est pas encore terminé, c'est parce que sur le plan historique, ce problème de Cachemire, il a, comment dirais-je, les qualités trilatérales. Chine, disons, la Chine, ils ont occupé par à peu près 20% de ce territoire, le Pakistan 30 ou 40%, et puis le reste, c'est 60 ou 50% de ce territoire appartient à l'Inde. Et c'est un problème qui va être étudié, qui va être décidé par ces trois pays, surtout Pakistan et Inde. Parce que ça gêne et ça ne permet pas de développer de relations de bon voisinage. Et bien sûr, ça nous dérange, bien sûr, sur le plan politique. Voilà, ces conflits
entre les membres participants de l'Organisation de coopération de Shanghai, y compris le BRICS. Parce que BRICS, ce n'est pas encore comment dire, un élément politique, c'est plutôt un élément très économique et financier. Mais en tout cas, il y a certains problèmes qui sont attribués à cette, c'est pas une organisation, plutôt, disons, cet organisme, etc. Et en tout cas, on espère pour des bons que un jour, par exemple, les contradictions entre la Chine, le Pakistan et l'Inde, ils seront résolus sur le plan politique. Est-ce que vous considérez que finalement les BRICS que vous venez de parler sont une organisation qui viendra s'ajouter en même temps qu'elle élargit Shanghai, ou bien est-ce qu'elle sera amenée à terme à s'y substituer dans le cadre justement d'une architecture de sécurité commune, sachant que si elle est en embryon au sein de Shanghai, elle n'existe absolument pas. Vous voyez, chaque élément qui est concerné à l'élargissement de telle ou telle organisation est lié aux problèmes qui sont liés, parce que alors, si un grand pays devient pays membre de telle ou telle organisation, ça devient qu'il doit, comment dirais-je, s'accorder sur le plan politique, économique, diplomatique avec d'autres pays. Et si vous invitez d'autres pays qui ont des conflits entre eux, ces conflits, ça ne finissent pas quand vous êtes devenu, disons, pays membre. Voilà pourquoi ces éléments, cet héritage historique, ça fait sentir, ça fait, disons, ça donne une certaine influence sur les activités de leurs organisations. Mais je crois bien que ça regarde, primo, ça regarde bien sûr l'Organisation de coopération de Shanghai, et parce que les BRICS, ce n'est pas encore tellement politisé. Et ça regarde toujours, alors bien sûr, la coopération économique, etc. Et voilà pourquoi je crois bien que ce problème-là, il devient de plus en plus acute, ou actuel, si vous voulez, pour l'Inde et pour le Pakistan. Et ce qu'a fait la Russie, une dizaine d'années, disons, 20 ou 15 ans ou 20 ans, c'est-à-dire c'était l'idée de Primakov, qui était à l'époque le premier ministre de la Russie, disons, de la Russie. Il a eu une idée qui est de créer un nouveau format, la Russie, la Chine et l'Inde. Et ce format, ça fonctionne au niveau des ministres des Affaires étrangères, parfois au niveau des présidents, etc., on se suit, et on va bien sûr recréer et raviver, disons, l'atmosphère ou l'ambiance de ce format, parce que nous avons besoin que l'Asie, comment ça marche, disons, vers la paix, avec la participation, avec l'accord, sans confrontation entre des grands pays de l'Asie, Chine, Inde et la Russie. Vladimir Zakharov, il y a en Occident, on a expliqué que finalement le règlement des problèmes de frontières entre l'Inde et la Chine, c'est intervenu il y a peu, sont le fait des BRICS. Mais moi, à vous écouter, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait de Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel support quel a été le support qui a été organisé, qui a permis justement cet accord frontalier contre le règlement frontalier contre la Chine et l'Inde? Entre la Chine et l'Inde. Non, ils ne sont pas encore parvenus, disons, à un accord frontalier. Ils ont mené des pourparlers et bien sûr, c'est la Russie qui poussait les deux pour aider de prendre des décisions. Et c'est un fameux diplomate chinois, Dai Bingguo, qui a participé, disons, aux actions. Il était très, très, très positif dans ces actions-là. Il a eu pas mal de succès avec les États-Unis et avec l'URSS, mais il n'a pas eu la chance d'achever les accords frontaliers entre l'Inde et la Chine.
Nous avons fait tout notre possible pour contribuer à la solution de ces problèmes-là. Et je crois bien pendant la dernière rencontre des BRICS, les deux dirigeants chinois et indiens, ils se sont rencontrés à Kazan. Je crois bien, je ne sais pas si M. Poutine il a participé, s'il a donné un coup d'envoi, mais en tout cas, ils ont acquis un accord sur sur la continuation des pourparlers frontalières disons, pour donner un coup d'envoi, disons, à la solution de ce problème-là. Pour le moment, ils n'ont pas encore acquis des accords, mais je crois bien que les deux parties sont très intéressées à avoir la solution des problèmes frontaliers. Même il parlait de Kazan. Donc c'est plutôt dans le cadre ce qui a permis, ce qui a facilité ces pourparlers, étaient des pourparlers bilatéraux? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais sous l'égide un peu des BRICS, peut-être? Non, 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 non. Surtout, ce sont les aspects. Bon, selon les accords de deux dirigeants, disons, qui étaient acquis à Kazan pendant la session des BRICS. Et puis, voilà, les accords, les pourparlers, ils ont repris et ça continue. Et bien sûr, il n'y a pas, comment dirais-je, de communication, il n'y a pas d'information, etc. Parce que, à mon avis, et c'était bien connu que des bonnes affaires, ils sont toujours faits en silence. Bien sûr, tout à fait. Alors, toujours en Occident, Vladimir Zakharov, certains analystes et géopolitologues sont sceptiques sur la consistance, la sincérité, la force des relations entre la Russie et la Chine, considérant, de façon assez ethno-centrée, que la relation véritable, elle devrait rester entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Et qu'en réalité, Vladimir Poutine s'est tourné vers l'Est à partir du moment où il lui avait été refusé une entente, une sécurité commune à l'Ouest. Mais vous qui connaissez et qui avez vous étiez en Chine et vous connaissez cet Orient et ces relations entre la Russie et la Chine bien avant les conflits actuels en Ukraine. Donc, est-ce que vous considérez que, au contraire, la relation aujourd'hui entre la Russie et la Chine est fondamentale et pour l'un et pour l'autre Je suis d'accord avec votre position que les relations sont fondamentales, mais bien sûr, il s'agit des grandes puissances. Et entre deux grandes puissances, bien sûr, il peut s'avérer qu'il existe, disons, quelques problèmes là, sur le plan international. Comme je vous ai dit, voilà, en ce qui concerne l'Ukraine, la Chine prend quelques distances à l'égard de ce problème-là. Sa position s'assouplit un peu parce que sur le plan bilatéral, nous avons une très belle coopération et en tout cas, ils ont fait des propositions disons, concernant le problème ukrainien, mais les premières propositions, ça ne nous donnait pas, disons, comment dirais-je, disons, des grandes chances d'aboutir parce que les Chines, ils ont proposé, disons, de respecter la souveraineté de l'Ukraine. Mais cette souveraineté, il était mise en faute, il était mise en échec, surtout par le problème de l'extension de l'OTAN. Enfin. Et ce que dit notre président, je ne sais pas si nous pouvons acquérir un très bon résultat, que nous devons, si l'on prend sur le plan des problèmes de l'Ukraine, nous devons acquérir la démilitarisation et dénazification de cette nation. Parce que nous avons très intéressé à avoir l'Ukraine neutre à l'égard de l'URSS, à l'égard de l'Europe occidentale, etc. Ceci.
Et faites attention, ce que des grands pourparlers, maintenant, qui sont menés par des grandes puissances, ils ne sont pas déménagés de la Suisse au Moyen-Orient. Parce que pas mal de choses se font sur sur le sol d'Arabie Saoudite, sur le plan du sultanat, etc. Loin de, c'est l'Europe, sans qu'on trouve la vraie neutralité entre les pays. Voilà. Vous pensez, vous qui aimez la France par ailleurs, qui aimez l'Europe, vous en avez parlé sur le plan culturel, est-ce que vous ne craignez pas que l'Europe, finalement, aujourd'hui, par sa position qu'ils sont les seuls à comprendre, sorte de l'histoire? Vous savez, je ne veux pas dire que M. Macron est destructeur de relations bilatérales. Mais en tout cas, il voudrait bien avoir un atout parmi les Européens, un atout ukrainien. Parce que c'est lui qui bouge toujours et qui se prononce toujours le grand défenseur des intérêts ukrainiens par rapport aux Allemands et par rapport par rapport aux Polonais, etc. C'est dommage, parce que on ne veut pas trouver, comment dirais-je, des relations ou des communications, etc., diplomatiques, si vous voulez, avec la Russie, et on ne veut pas trouver, disons, on défend, et on prétend que la Russie, après la victoire sur l'Ukraine, ça va pousser jusqu'à Berlin, jusqu'à Paris. Non, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'envie. Et nous sommes plutôt des intérêts à rétablir des relations sur tous les plans avec l'Europe occidentale, économique, politique, etc. On se suit plutôt que culturel, parce que nous sommes, comme je vous ai dit, éduqués dans le sens français, et on voudrait bien continuer, etc. On voudrait rétablir tout ça. Mais on ne voudrait pas voir en France comme un destructeur de l'unité de l'Europe. D'une part, bien sûr, les intérêts des pays occidentaux, de l'OTAN, etc. Mais c'est bien dommage que M. Macron, il n'est pas comme le président de Gaulle. De Gaulle, bien sûr, oui, bien sûr. C'est un grand personnage qui a joué son rôle, non seulement, par exemple, la reconnaissance de la Chine pour les relations avec la Russie, etc. On voudrait bien y aller et on voudrait bien répondre en disant tout ce qui a été perdu pendant ces 3 ans. En tant que Russe, comment est-ce que vous pensez entre l'Europe, la Chine, entre l'Orient, l'Occident? Est-ce que vous êtes un pont, comme le disent certains? Est-ce que vous êtes un Janus à 2 faces, avec un regard porté vers l'Ouest, un regard porté vers l'Est? Comment se penser quand on est le territoire le plus grand, le plus grand pays du monde en termes de superficie, de territoire, par rapport à ces deux ensembles que sont l'Europe, l'Union européenne, l'Europe de l'Ouest, d'un côté, et puis la Chine de l'autre? Je vois de manière tout à fait positive. Oui. Nous n'y voyons pas d'inconvénient si on prend la politique, par exemple, commerciale de la Chine à l'égard de l'Europe. Oui. Cette politique, elle est saluée parce que, vous voyez, voilà, un élément économique, il est très, très fondamental dans la politique extérieure de la Chine. Et nous prenons en considération tout ça, nous n'y voyons pas d'inconvénient si, par exemple, les 2 relations se développent entre la Chine et les États-Unis, etc. Parce que tout ce qui est fait du côté chinois, il est plutôt contrarié par l'administration américaine. Et voilà, les problèmes de taxes douanières, de taxes de douane, ce ne sont pas les Chinois qui avancent. Et puis, c'est un moment très, très intéressant. Voilà, le président américain se présente comme un grand marchand qui vous donne d'abord, comment dirais-je, des prix déclarés. Et puis, bien sûr, s'il sent une certaine résistance de quelques pays-là, il fait des pas en arrière.
Voilà, les Chinois, ils ont déjà acquis des bons résultats parce que au lieu des 145% des droits douaniers, premier partant, puis ils ont déjà, comment dirais-je, descendu au niveau des 20%, etc., ainsi de suite. Est-ce que quelle vision avez-vous des fameuses routes de la soie? Voilà, c'est très intéressant parce que vous pouvez dire que c'était l'extension économique, c'était l'extension des capitaux chinois, disons, vers l'ouest, parce que ça pave la voie vers une interaction sur le plan commercial, économique, avec l'Afrique, avec l'Asie, surtout avec le Proche-Orient et bien sûr avec l'Europe. L'Europe, alors, se place maintenant sur la deuxième place, à mon avis, si on prend le commerce entre la Chine et l'Europe, parce que la première place, ce sont les pays de l'océan, du sud-est asiatique, etc. L'Europe en deuxième plan. Et bien sûr, pour les Chinois, ça serait bien dommage de perdre les acquis qui sont achevés sur le plan, sur le sol européen. Je crois bien que les initiatives chinoises pourraient être aussi favorables, disons, aux intérêts de la Russie. Et comme je vous ai dit, on n'y voit pas d'inconvénient, on n'y voit pas de contradictoire que si la Chine co-développe ces relations. Bien sûr, pas mal de politiciens en Europe et en France, je crois bien, ils sont contre le développement de relations de ce projet, de cette initiative chinoise, parce qu'ils ont peur que la Chine envahisse, disons, l'Europe, que tous les ports et les chemins, etc., ils sont... On a évité. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a, disons, comment dirais-je, le sentiment de souveraineté, le sentiment d'indépendance, etc. Bien sûr, ça, on peut le comprendre, etc. Mais en tout cas, il faut y voir si c'est profitable, si c'est un grand profit pour l'Europe ou si c'est non. C'est à vous de choisir. Et c'est pas par hasard que s'il y a des problèmes intérieurs en France ou dans l'Allemagne, vous vous rappelez par exemple Madame Merkel ou Monsieur Hollande. C'est chaque fois quand il y a des problèmes intérieurs, ils font des visites officielles en Chine. Et chaque fois, comment dirais-je, ils partent de la Chine avec un sac d'argent, avec des commandes, des avions français, des avions allemands, etc. C'est un commerce, non seulement liaison commerciale, c'est plutôt aussi politique. C'est-à-dire profiter de tout ce que Chine donne à l'Europe, et en tout cas, ce profit, il portait aussi sur la voie, disons, des victoires politiques intérieures concernant la Chine, l'Allemagne, etc., ainsi de suite. La Chine, c'est un élément très important dans le monde. Parce que si on prend volume de volume d'économie chinoise en parité de pouvoir d'achat, c'est toujours le premier pays dans le monde après 214. Et bien sûr, disons, deuxième pays après les États-Unis, si on prend, disons, des chiffres absolus. Là, et c'est important parce que c'est la fabrique, c'est l'usine, disons, pour tout le monde. Parce que vous portez, disons, des fringues, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est bien, des vêtements. Des vêtements faits en Chine, vous mangez à la chinoise. Maintenant, par exemple, je ne sais pas, je crois bien que les restaurants chinois en Paris, c'est très populaire. Ouais, mon ami consul général à l'époque, il a dit, voilà, je suis venu pour la première fois à Saint-Pétersbourg, pour, disons, à ma venue, à mon arrivée, il y avait 60 restaurants chinois et tu veux me croire, quand je vais partir, il y aurait 140. Bien sûr, elle est partie,
il y avait 150 restaurants chinois à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, c'est un grand profit, c'est un grand brand de la Chine, la nourriture. Et je crois bien que la Chine, alors maintenant, ils font tout le possible pour acquérir d'autres brands dans le monde. Parce que la langue chinoise, c'est difficile. La culture chinoise, elle n'est pas encore pris disons, favorablement en Europe. Il faut le comprendre, parce que c'est lié avec la Chine, avec la langue chinoise, avec la culture, la musique, etc. Mais en tout cas, ils font des grands progrès. Comme en France et en Russie. Je crois bien qu'ils étaient plutôt les premiers à venir avec leur projet culturel en France. Et après, c'est la Russie ou les États-Unis, etc. Maintenant, en tant que, auparavant, j'étais conseiller culturel, je crois bien que les Français ils étaient un peu en avant par rapport à la Russie. Maintenant, peut-être on est à l'égalité. Si on prend la musique, si on prend, disons, le cinéma, etc. Mais en tout cas, ça me donne des idées que nous devons faire une compétition sur le marché culturel chinois. Oui, sur le marché de l'art aussi. Ah oui, bien sûr. Je crois bien qu'ils ont aménagé, qu'ils ont établi pas mal d'expositions de l'art chinois en France qu'en Russie. Pour le moment, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y a une exposition au Kremlin du palais impérial, mais c'est l'espace et l'échelle, elle n'est pas tellement importante. Mais en tout cas, disons, le marché chinois, sur le plan culturel, sur le plan économique, c'est très important, comme pour la Russie et pour la France aussi. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout pourrait fort bien se passer avec l'Europe, avec la Russie, avec la Chine, mais que, et on ne l'a pas encore abordé dans l'équation globale mondiale, il y a un perturbateur majeur de ces saines relations de la France jusqu'à la Chine, ce sont les États-Unis. Avec peut-être, si on y ajoute la Grande-Bretagne, enfin les anglo-saxons dans tous les cas. Est-ce que vous pensez qu'en effet, c'est un fait majeur de géopolitique, hein, on connaît entre les puissances terrestres et les puissances plutôt thalassocratiques. Comment vous percevez l'intégration dans tout ce dont nous venons de parler des États-Unis? Vous voyez, c'est une question très intéressante, mais en tout cas, l'Europe, il vit jusqu'à maintenant sous les auspices des États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, après le support des États-Unis à l'intérieur de l'OTAN, etc. Mais l'Europe, ça commence à acquérir des qualités qui ne sont pas pro-américaines, je veux dire, le marché commun, sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Mais si on prend sur le plan, disons, le plan politique et militaire, l'Europe, elle espère aussi d'avoir, disons, le parapluie atomique de la part des États-Unis. Maintenant, M. Macron, il promet que la France peut partager son parapluie stratégique, son parapluie atomique sur d'autres pays-là, mais bien sûr, c'est un début des pourparlers, etc. C'est que ça commence à barder, parce qu'on ne sait pas, disons, la réaction d'autres pays, etc. Parce que c'est une sorte là, c'est un rétrécissement des souverainetés des pays que la France voudrait bien, disons, couvrir avec son parapluie atomique, disons comme ça. Et le nouveau rôle des États-Unis, c'est très intéressant parce que les États-Unis, ils prennent aussi des positions très égoïstes à l'égard de l'Europe, à l'égard d'autres mondes, etc., avec ces taxes de douane, avec la politique qui est tout à fait agressive à l'égard de Groenland, à l'égard du Mexique, du Canada, etc., ainsi de suite. Alors, c'est comment dirais-je, c'est une offensive, c'est inadmissible de la part de l'Amérique de dicter tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas l'époque colonialiste.
coloniale, ils diront. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'Europe, elle doit prendre une... Le problème, si vous me permettez juste de vous interrompre à ce moment-là, c'est qu'on a l'impression que pour la France, mais aussi pour l'Allemagne ou pour les autres pays, ou l'Italie, l'Union européenne n'a de chance d'exister que si elle a une sorte d'ennemi existentiel, bouc émissaire extérieur. Et que Macron, dans son logiciel intellectuel, se dit « je ne pourrai faire une Europe intégrée qu'à partir du moment où, dans la vieille logique schmittienne, eh bien, il y a un ennemi, et que cet ennemi, il est désigné, et que c'est la Russie. » Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Oui, bien sûr, il voudrait bien devenir le leader de l'Europe. Mais je ne suis pas sûr que d'autres Européens pourraient consentir avec ce rôle-là. Et comme je vous ai dit, l'Ukraine, c'est un atout important pour se mettre en premier rang pour le dirigeant français, etc. Mais il faut se poser la question sur le rôle de l'Allemagne, sur le rôle de l'Angleterre, etc. Bien sûr, l'Angleterre n'est pas partie de l'Union européenne, etc. Mais ça va jouer sur le même champ, sur le plan ukrainien, etc. Ainsi de suite. Voilà pourquoi je ne suis pas sûr que tout ce qu'il dit maintenant Macron, il est bien admis, il est favorablement admis aux États-Unis. Parce que c'est inadmissible pour l'administration des Trump de consentir avec les idées sur le Proche-Orient de M. Macron, voilà. Sur le plan ukrainien, parce qu'il y a aussi un certain discorde. Et voilà pourquoi, bien sûr, nous sommes sur la voie de créer des pôles politiques nouveaux. Alors, Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe unie, ça, c'est très compréhensible. Et puis, on doit encore voir tout autour. Il y a le Brésil qui se pose aussi, demandant, disons, la place au Conseil de sécurité de l'ONU, comme l'Inde, qui commence aussi, qui est déjà le troisième puissance économique dans le monde. C'est là qu'il faut jeter, disons, des coups qu'il faut mettre en valeur les rôles des pays à venir. C'est-à-dire, nous sommes en présence de la création du monde multipolaire. Et on doit, comment dirais-je, s'habituer à ces phénomènes-là. Il faut respecter tout ce qui se passe dans les mondes, etc. Et en tout cas, bien sûr, il faut peut-être rénover l'Organisation des Nations Unies, rénover le droit international, etc., avec l'accord de tout le monde. C'est par cette voie-là que nous pouvons atteindre, disons, la paix dans le monde entier, etc. Et puis, je veux bien faire attention, disons, attirer votre attention sur le fait que la Chine et la Russie, elles se posent des puissances profitant surtout de la vie pacifique. C'est-à-dire, grâce à cette vie pacifique, c'est-à-dire qu'ils peuvent attendre des résultats politiques, économiques, etc. Là, c'est très important pour nous parce que, vous voyez, disons, ce territoire, disons, des grandes puissances, etc., et ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, voilà, cette réciprocité, disons, russe et chinois, ça donne des bons idées. Nous donnons des carburants, nous devons du pétrole. Alors maintenant, si on prend le pétrole, c'est-à-dire la Russie se pose maintenant en premier fournisseur de pétrole en Chine, et en ce qui concerne le gaz naturel, la Russie se pose en deuxième place après Turkménistan. Et sur le plan de pétrole, le premier, et après nous, c'est l'Arabie saoudite. C'est-à-dire, nous sommes unis sur le plan économique, sur le plan des intérêts économiques, et puis politiquement,
Bon, si on se rappelle à la frontière, si on se rappelle aux mesures de sécurité, etc., nous pouvons, disons, renforcer aussi l'Organisation de coopération de Shanghai et bien sûr les BRICS, qu'ils soient plus actifs sur le plan financier, sur le plan économique, etc. Parce que si on prend bien sûr le PIB des BRICS, c'est à peu près 33% du PIB international. Et en ce qui concerne les G7, 7, ils ne font que 27% de la production mondiale. C'est la paix. On voudrait bien sûr la paix. Et on espère bien sûr qu'après ces pourparlers à Istanbul, que nous aurons des bonnes chances, que nous aurons une voie à parcourir pour avoir, disons, un accord avec non seulement l'Ukraine, mais aussi l'accord avec l'Europe occidentale, avec les États-Unis, etc. Ça passe par le retrait des sanctions économiques. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas, mais je crois bien qu'on ne demande pas, disons, à l'Europe occidentale qu'elle limite des sanctions contre la Russie, etc. Mais en tout cas, on voudrait avoir l'Ukraine neutre, l'Ukraine avec participation économique d'autres pays, y compris la Russie, les États-Unis, etc., ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est une longue voie de pourparlers. Une très très longue voie parce qu'il y a pas mal de conditions à remplir. Et maintenant, bien sûr, tout ce qu'il dit Zelensky, ça me rappelle, comment dirais-je, disons, des blabla de la part du président américain. D'abord, surenchère sur certains problèmes, et puis on descend au niveau tout à fait normal. Sur le plan commercial, déjà. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous, à votre avis, le problème principal, la fracture principale qui va être la plus difficile à dépasser, est-ce que vous croyez que ce sont les conflits plutôt de type économique, commerciaux? Est-ce que c'est plutôt les conflits de type politique, d'hégémonie régionale ou mondiale, monde multipolaire, monde unipolaire? Ou bien est-ce que c'est carrément des problèmes, des fois on a l'impression civilisationnels, de valeurs, qui sont très différentes entre on va dire, ce qui est traditionnel, conservateur chez les Russes, chez les Chinois par rapport à cette espèce de progressisme européen, occidental, sans parler du fait qu'il y a encore des conflits passés qui peuvent ressurgir. On le voit avec les BRICS, nord-sud, par exemple. On sent qu'il y a quand même cette composante. Vous voyez, disons, c'est comme, je dirais que ça me rappelle comment dirais-je, un grand mixage, un grand casserole, parce que tous les problèmes, vous avez mis dedans. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, pour cela, il faut avoir des conditions pour d'abord défendre des intérêts nationaux et puis faire accorder ces accords, ces intérêts avec les intérêts d'autrui. C'est indispensable. Bon. Mais si vous avez à la table des négociations, par exemple, votre partenaire bilatéral, vous comprenez très bien son point de vue. Et vous devez comprendre comment vous pouvez contourner ou aller tout direct avec votre partenaire bilatéral. Il est tout à fait clair. Mais vous devez, sur le plan international, vous devez jouer aux échecs sur plusieurs tableaux. Et voilà ce qui est difficile. C'est-à-dire, en créant des pôles politiques, nous devons créer notre atmosphère pacifique et où tous les droits, où tous les intérêts d'autres pays seront respectés. On a l'impression qu'il y a se confrontent finalement deux idées de la paix. L'idée très occidentale de la paix, on fait un chantage, on menace pour obtenir un cessez-le-feu, ce qui est une fausse paix. Parce que ce qu'il fait maintenant le président français. C'est la guerre inclue dans la paix. D'envoyer des troupes
sur le sol ukrainien, etc. C'est un bluff. Il y a une grande part de bluff, bien évidemment. Et puis, il y a cette paix qui, elle, est respectueuse de l'autre, qui ne nie pas les valeurs, qui fait qu'il y a du bien, il y a du mal, ça n'est pas fusionné, ce n'est pas mélangé. Et ça, c'est une version, une vision que je pense aujourd'hui, un pays comme la Russie de Poutine, et je dis bien la Russie de Poutine, est en train de défendre. Je le pense, mais peut-être que je suis idéaliste pour cela. Et s'il y a quand même une dimension de réel politique avec la Russie. Attendez, c'est un mélange des intérêts, bien sûr, mais il faut trouver, comment dirais-je, une issue qui pourrait vous conduire, disons, à la paix, etc. C'est-à-dire, il faut être patient, mais en tout cas, en diplomatie, c'est évident, un facteur tout à fait évident que tout d'abord, on fait des pressions et puis on se retire un peu, on fait encore des pressions, puis se retire, etc. Comme Lénine, il faisait une allusion à 2 pas en avant, à 2 pas en avant et à 1 pas en arrière. Ça, c'est politique. Mais en tout cas, je crois bien que l'Europe, économiquement, elle ne peut pas supporter ces fardeaux militaires, ce fardeau militaire et technique qui s'en charge, parce que c'est très dramatique et c'est très dangereux, vu du côté intérieur, du côté de criminalité, etc. Et moi, je lis parfois, disons, la presse française, Figaro, par exemple. Alors, c'est admis et tout le monde peut le lire. Et en tout cas, moi, je crois, bien sûr, l'ascension ou l'escalade de la criminalité en France. Et c'est dangereux. Ce ne sont pas seulement les immigrés qui font ça, mais c'est aussi les Français. Et puis, à ma surprise, j'ai lu hier, je crois bien, que M. Macron, disons, à son interview, il a donné une idée que les prisonniers français pourraient être, disons, disposés dans les prisons d'autres pays. Mais c'est pas normal, hein. Mon Dieu. À quoi on peut arriver, hein? On ne peut pas faire disons, comment dire, de l'Europe une grande prison. Il faut résoudre des problèmes intérieurs. Il faut avoir, disons, de l'évier. Il faut, comment dirais-je, non seulement, comment dire, jouer avec l'Assemblée nationale, mais en tout cas, il faut avoir des idées comment on peut réunir des forces de la droite, de la gauche, de la France, etc., pour acquérir, disons, des idées communes. Vladimir Zakharov, pour terminer cet entretien, traditionnellement, nous souhaitons, sur Géopolitique Profonde, vous poser une question simple. Si vous aviez à vous adresser aujourd'hui aux Français, au public français, par rapport à la Russie, entre autres. D'abord, bon courage. Voilà. Et secondo, c'est bien sûr, je reviens, que nos relations entre la Russie et entre la France soient restaurées et que nous avons des grandes perspectives sur le plan culturel, sur le plan économique, etc. Parce que le peuple de la Russie, il adore des vins français, la culture française, et encore, voilà, tout ce qui est français, etc. On voudrait bien aller en France pour visiter le Louvre, pour visiter des musées, la rive droite, la rive gauche, etc., ainsi de suite. Voilà. Vive la Russie, vive la France, vive l'amitié entre nos deux pays. Merci beaucoup, Vladimir Zakharov. Merci. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.